Perrine Semon-Naïm va me rejoindre à présent. Vous êtes directrice générale du CNRS, directrice de recherche, pardon, et professeure attachée au département philosophie de l'école supérieure ULM. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au BIC. Vous dites qu'au XXe siècle, le mensonge a changé de nature et qu'il s'offre désormais un nouveau visage. Vous m'expliquez cette mutation ? Oui, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les vérités alternatives. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine du vrai ou du faux, mais on oppose des vérités les unes aux autres. Et du coup, c'est évidemment très difficile de faire un choix entre ces vérités. Je crois que ce qu'il faut, c'est se reporter à leurs projets. Et là, vous voyez qu'elles ont des projets différents. Je prends l'exemple le plus évident, celui qui oppose les démocraties aux régimes autoritaires. Quand vous voyez le discours de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, il affirme une vérité. Le problème, c'est de savoir à quoi aboutit ce discours. Et ce discours, c'est très simple. Il aboutit à la destruction des communautés, à la destruction du monde commun, à la dilution des relations sociales, à l'isolement de l'individu. La philosophe Hannah Arendt l'avait très bien montré dans les origines du totalitarisme, en montrant que les régimes autoritaires se bâtissaient en fait sur un rapport vertical. À l'inverse, on pourrait dire que l'objectif des démocraties, le projet, en tout cas ce qui devrait être le projet des démocraties, c'est de créer de la relation, c'est de créer du réseau. Et donc, elles reposent, les vérités qu'elles mettent en avant ne sont évidemment pas des vérités absolues, mais ce sont des vérités qui doivent se partager, qui sont des vérités qui doivent se confronter même les unes aux autres. Et finalement, on a des fragments de vérité que l'on doit arriver à assembler pour faire un monde commun. Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, le narratif, le mensonge, sert un narratif idéologique. Le mensonge sert un narratif idéologique. Le mensonge peut servir aussi, si vous voulez, comment on pourrait dire, de cache-sexe à des projets qui sont des projets finalement de prise de pouvoir contre lesquelles il va être très difficile de lutter parce que ce sont des prises de pouvoir qui visent à changer la réalité, à modifier la réalité et pas seulement le rapport que nous avons avec elle. C'est pour ça que la vérité est quelque chose de précieux, qu'il faut se rendre compte que c'est en réalité une construction, que c'est quelque chose qui bien sûr évolue, mais qu'il faut absolument sauvegarder. Vous dites que c'est difficile justement de lutter contre ce narratif idéologique. Pourquoi ? Parce qu'on consent de moins en moins à aller chercher cette liberté. Bien sûr, le monde est très complexe et donc c'est difficile, d'abord difficile de le comprendre et difficile d'y trouver sa place. Or, les discours idéologiques, eux, vous décrivent une réalité qui est noire ou blanche, jamais grise, et donc quelque chose qui est simple. C'est d'autant plus simple qu'il repose sur le schéma qui est celui ami-ennemi. Vous n'avez plus d'adversaires, vous avez des ennemis, et donc si vous voulez, soit vous êtes dans un camp, soit vous êtes dans l'autre. Oui. Donc ça offre des points de repère qui sont immédiats et qui fonctionnent d'autant mieux que les individus aujourd'hui dans nos démocraties, parce que nos démocraties sont imparfaites, parce que nos démocraties sont faillibles, les individus ont beaucoup de ressentiments. Et donc ces discours idéologiques qui partagent le monde entre amis et ennemis, ou pour les fondamentalismes religieux entre pur et impur, finalement donnent une image très simpliste du monde. Et c'est de ça qu'il faut se méfier. En tout cas, merci beaucoup, c'est très instructif. Perrine Semon-Naïm, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au département de philosophie de l'école normale supérieure. Je prends ma petite photo et je vous libère pour accueillir à bientôt Sarah El Haïry, qui est la commissaire à l'enfance et qui va s'installer. Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Avec cette question, est-ce que vous saviez qu'un parent salarié sur 3 déclare que sa carrière a été impactée par l'arrivée d'un enfant? C'est un chiffre qui grimpe à 43% chez les femmes. Comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? C'est un peu l'objectif, la mission de Sarah El Haïry, que je suis ravie de recevoir. Vous êtes haute commissaire à l'enfance. Vous en appelez à une tabula rasa, à un véritable changement de culture pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, notamment chez nous les femmes, parce que les inégalités sont toujours présentes, c'est ça? Franchement, oui, les inégalités sont toujours présentes, mais surtout,
je suis devenue maman et j'ai vu à quel point, même dans la sphère publique, en fait, c'est hyper impactant. Et donc, il y a un changement de mindset à apporter. On a beaucoup travaillé sur l'équilibre vie pro, vie perso. Mais en fait, tu as une troisième couche de charge mentale. C'est vie pro, vie perso, vie familiale. Et là, les chiffres sont éloquents, les chiffres de l'adresse, inégalité sur les salaires, inégalité dans l'évolution. Sans arriver jusqu'au temps partiel pour le coup subi, il y a des réalités de difficultés de garde, d'accompagnement pour le coup même de ces ados, de l'organisation des vacances scolaires, et ça avec des familles qui sont parfois de plus en plus loin, donc une solidarité du quotidien qui est plus difficile. Et bien là, l'entreprise, elle peut être au rendez-vous. Est-ce que vous dites, quand elle est parent-friendly, elle gagne en compétitivité, c'est ça? Mais elle gagne en compétitivité, elle gagne en taux d'engagement de ses collaborateurs. Enfin, il y a un moment, tu ne peux pas laisser à la porte tes galères de devoirs, tes galères de maladie. Il se trouve que je sors de l'hôpital Necker. J'étais avec des parents qui ont des enfants malades. Ça reste pas à la porte de chez toi, c'est pas vrai. Et donc, une entreprise friendly, ça veut dire quoi? Qui nie pas le fait que tu as des responsabilités vis-à-vis de tes enfants et que oui, un jour de grève, c'est galère, mais en réalité, au quotidien, une réunion qui a lieu à 18h30 alors que l'école ferme en réalité à 18h, c'est compliqué. Et que ça génère, du détachement. 98% des parents disent être prêts à changer de boîte s'il y en a une qui prend en considération les réalités de la vie familiale. Et ça, c'est intéressant. On peut s'inspirer de certains pays européens? Ouais, canon. Il y a plein de pays qui font des choses assez sympas. Je pense évidemment aux pays du Nord sur les tout petits, vraiment la petite enfance. Mais après, on est français, donc moi j'aime bien qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Il y a des choses très très simples à faire. Avoir la possibilité de parler de ces difficultés de garde, ça c'est vraiment quand ils sont tout petits, mais jusqu'aux 3 ans. Parler aussi de la question du périscolaire, le matin, l'organisation du temps de travail. Et puis, allez, on va bousculer un peu les règles, parler aussi de toutes les formes de famille. Quand on a une naissance, bon, en général, on informe le DRH, on a un petit cadeau pour la naissance, tout le monde est heureux. Mais quand votre famille se recompose, quand vous vivez un divorce, quand il y a des histoires de garde partagée, quand finalement tous ces moments de famille, situation monoparentale, homoparentale, famille adoptante, c'est beaucoup plus tabou parce que c'est pas une sortie de maternité, c'est pas un berceau, c'est pas un cadeau de naissance. Là, l'entreprise, franchement, elle peut être au rendez-vous. Moi, j'ai des DRH qui sont hyper emballés. Maintenant, il faut qu'on réussisse à partager tout ça et montrer que ça permet du business et du développement. Et c'est votre mission. Merci beaucoup. Sarah El Haïry, donc au commissariat à l'enfance, très dynamique, elle va y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous.